La logistique, c'est un peu le nerf de la guerre industrielle. Ce qui n'a pas changé, c'est l'amour de la pierre. Quand on a travaillé dans ce secteur, on a du mal à s'en détacher. C'est un peu comme une drogue. La SCPI Activimo est la première SCPI thématique logistique. Vous acceptez de nous parler de la plus-value ou pas? Oui, enfin, je fais... La fièvre de l'immobilier, comme dans les films, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, un homme l'a vécu et il est devant moi aujourd'hui. Je m'appelle Paul Bourdois, je suis cofondateur de France SCPI et avec moi aujourd'hui, j'ai Rémi Bourgeon, président et fondateur d'Aldéran. On va parler de son parcours, on va parler de sa vision et puis évidemment, on va parler de sa SCPI Activimo. Merci infiniment, Paul, de m'accueillir. J'espère que je répondrai à vos attentes. Rémi, je vais vous demander de clapper comme ça. Je clappe. Est-ce que je réalise pas un de vos rêves? À quel sujet? Le 7, c'est ça? De passer en cinéma? Ouais, absolument. Vous rêviez d'être producteur? Alors, en fait, mon premier métier, années 80, c'était promoteur. Ouais. Et j'ai toujours comparé le métier de promoteur à celui de producteur de cinéma. C'est-à-dire la capacité à prendre des risques, puisque c'est le promoteur comme le producteur, ce sont des financiers. Et ils prennent des risques en se disant, je vais produire un objet et est-ce qu'il rencontrera son succès? Voilà. Vous dites, j'ai démarré dans les années 80. Vous travaillez dans la logistique. Ça me rajeunit pas, c'est sûr. On parle de logistique. On en entend parler tout le temps. Est-ce que vous pouvez me rappeler de manière simple ce qu'est la logistique? Je suis sur une autoroute, par exemple, je vois des bâtiments, je vois des entrepôts. C'est de la logistique aussi ou pas du tout? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? C'est une chaîne. La logistique, en fait, il faut jamais oublier que c'est pas... Oui, c'est un résumé, mais le principe, c'est que c'est une chaîne qui va de la production de produits manufacturés jusqu'à l'utilisation de ces produits finis par le consommateur. Donc cette chaîne logistique, elle a des relais, comme toute chaîne, des maillons, et souvent ces maillons sont effectivement des bâtiments dans lesquels s'exerce une certaine activité de dispatching, de redistribution, d'organisation des flux de distribution vers les consommateurs, vers les bassins de consommation. Donc quand vous dites, vous êtes sur l'autoroute et vous voyez un grand bâtiment allongé, parallélépipédique, de plus en plus important, c'est ce qu'on appelle les bâtiments XXL. Donc là, c'est un endroit où on massifie l'ensemble des flux de production. Donc on regroupe à cet endroit-là des produits que l'on va travailler pour les éclater de façon optimale vers leur destination finale. Donc ça, c'est des grands bâtiments. Ensuite, il y a une deuxième partie de bâtiments, qui sont plus du domaine de la logistique urbaine, qu'on appelle la messagerie, où là, il n'y a pas de stockage en tant que tel. Les grands entrepôts, il y a évidemment du stockage. Il n'y a pas de stockage sur les bâtiments de messagerie. Vous avez en gros, hein, c'est schématique, mais vous avez des gros camions qui arrivent, qui déchargent à l'intérieur sur ce qu'on appelle un quai de messagerie. C'est trié évidemment par des lectures optiques. Et ça repart dans des fourgonnettes pour aller réduire finalement la cible de livraison en optimisant la tournée. Voilà, c'est ça la chaîne logistique. Donc quand on dit logistique, il faut penser en fait à une multitude de bâtiments différents. Et c'est pour ça que pour Activimo, la stratégie qu'on a créée, c'est pas simplement de dire on achète des bâtiments logistiques, parce que la plupart des gens, dans leur esprit, bâtiment logistique, ça veut dire hangar, entrepôt. Mais en fait, il y a plein de spécificités. À l'intérieur, finalement, même de cette thématique, il y a des segmentations de bâtiments très différents et qui n'ont pas du tout les mêmes loyers, pas du tout les mêmes utilisateurs, pas du tout les mêmes locataires, pas du tout les mêmes professionnels. Voilà, donc en fait, c'est un peu plus complexe qu'on ne l'imagine. Oui, bien sûr. Et c'est passionnant. Et c'est ça aussi qui fait votre expertise. Sans doute, pas seul à faire cette expertise-là, hein, mais c'est vrai que j'y ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup contribué, effectivement, notamment au cours des années 90. Oui, j'ai pu observer l'organisation européenne des flux logistiques. Vous voyez, on parle de flux aussi, quand on parle de logistique, on parle de flux. Donc c'est vrai, cette idée de chaîne continue. Vous travaillez dans la logistique et l'immobilier. Moi, j'entends souvent dire « Ah, si j'avais su, j'aurais investi dans l'immobilier ». Vous l'avez fait. Pourquoi être allé dans l'hôtellerie en Suisse alors que vous êtes plutôt spécialisé dans la logistique? Alors, je suis spécialisé dans la logistique, mais j'ai fait tous les métiers de l'immobilier en réalité. La logistique, je l'ai surtout connu à un moment de passage de ma vie lorsque j'ai quitté le monde de la promotion pour devenir directeur
directeur industriel, directeur immobilier d'un groupe industriel de transport et de logistique. Donc notamment, j'étais directeur de développement de Gare au Nord. Pour ceux qui vont prendre l'avion à Roissy, ils passent toujours devant Gare au Nord. Donc j'avais mes bureaux là. Gare au Nord, ça veut dire Gare routière Nord. Voilà, donc la plus grande plateforme logistique de France. J'allais vous demander justement cette plateforme. Comment vous êtes amené, comment vous avez été amené à la créer? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Comment vous avez été précurseur là-dedans? Alors, Gare au Nord, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un très très grand haut fonctionnaire qui s'appelait Paul Delouvrier dans les années 60. L'idée était de stocker, d'arrêter les camions aux portes des villes, de faire le déchargement et ensuite de livrer à l'intérieur des villes, en secteur urbain, avec des plus petits modèles. Donc c'était ça la démarche, et ça permettait aussi de structurer le territoire. Donc c'est pour ça que vous avez Gare au Nord, au nord de Paris, et vous avez Sogaris au sud de Paris, à côté du Mine. On rentre dans le détail de la logistique, c'est exactement ça qu'il faut comprendre. Donc vous voyez, ça remonte quand même à plus de 60 ans, cette organisation logistique de Paris. Après plus de 45 ans dans l'immobilier, moi la question que je vous pose, c'est quand vous regardez le marché actuel, qu'est-ce qui vous surprend le plus? Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé aujourd'hui? Je pense que ce qui a le plus changé, soyons objectifs, c'est la rapidité d'exécution dans la construction des bâtiments. Évidemment, leur amélioration énergétique, le respect de l'environnement lorsqu'on construit des nouveaux bâtiments. Ce qui n'a pas changé et s'est même détérioré, c'est l'obtention des autorisations de construire. Donc aujourd'hui, le gros sujet, c'est de maîtriser en fait tout le processus amont de création des bâtiments. En gros, moi j'ai tendance je le dis souvent, mais quand on met autant de temps à obtenir une autorisation de construire que de temps de construction, c'est déjà un exploit. Malheureusement, en France, c'est plutôt 2/3 de temps pour avoir la conception et l'autorisation, et 1/3 de temps de construction. Donc vous voyez un peu le problème, c'est-à-dire que vous imaginez des produits à horizon 2-3 ans, et en fait c'est 4-5 ans. Et parfois le marché a beaucoup changé, donc le bâtiment que vous avez imaginé a changé finalement de nature quelque part, et est-ce qu'il sert bien les intérêts des utilisateurs au moment où il est livré? C'est pas toujours le cas. Ok. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Et qu'est-ce qui n'a pas changé? Ce qui n'a pas changé, c'est qu'en fait, on a toujours le même besoin de logement depuis à peu près 40 ans, qu'on n'arrive pas d'ailleurs à produire. Donc ça, je parle de résidentiel, parce que j'en ai fait aussi, hein. Je suis pas qu'un spécialiste de la logistique, loin de là. Mais ce qui n'a pas changé, c'est l'amour de la pierre pour beaucoup de gens. Oui. L'immobilier est quand même fascinant. Quand on a travaillé, moi je dirais c'est ma vie professionnelle. Quand on a travaillé dans ce secteur, on a du mal à s'en détacher. C'est un peu comme une drogue. L'amour de la pierre, c'est ancré en soi, fabriquer, transmettre. Ça fait partie quand même des choses les plus importantes de la vie. Et puis voilà, vous travaillez pendant des années et vous repassez un jour dans un quartier et vous vous dites « Tiens, cet immeuble-là, c'est moi qui l'ai imaginé, c'est moi qui l'ai aidé à construire, ou j'ai participé à sa construction ». Il y a quand même un côté de satisfaction personnelle, je trouve. Ok, donc c'est ça que vous trouvez fascinant dans l'immobilier? Oui, parce que c'est concret, en fait. C'est concret. Ok, et je comprends que vous êtes content de laisser votre empreinte. C'est quelque chose de satisfaisant pour vous? Il ne faut pas faire de satisfaction et d'ego personnel dans cette matière. C'est juste que on peut se dire, j'ai laissé une trace, ou j'ai contribué à quelque chose qui participe de la vie dans la ville. Qui perdure. Qui perdure. Ok. Aujourd'hui, Alderan, au-delà d'être le nom d'une planète Star Wars, on va y revenir, parce que je crois que vous avez une petite passion pour Star Wars. Alderan, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Alderan, c'est une société de gestion de portefeuille. C'est une start-up que j'ai démarrée à 57 ans. Donc, voilà, on peut être entrepreneur même tardivement, bien que c'est toujours été ma fibre, évidemment, puisque avant j'ai créé une foncière immobilière, un family office immobilier. Mais donc c'est une société de gestion, en effet, qui a comme objectif de gérer au mieux l'épargne populaire qui nous est confiée par les épargnants français. Donc on fait ce qu'on peut et aussi bien que possible, et je crois qu'on y réussit bien. Vous avez plusieurs SCPI. On va faire un focus sur Activimo, qui est la première SCPI que vous avez créée, qui est dédiée à la logistique. Vous l'avez créée dans les années 2010, à la fin des années 2010, 2019 si je ne dis pas de bêtises. Absolument, Paul, merci de rappeler qu'en effet,
la SCPI Activimo est la première SCPI à thématique logistique, et je précise locaux d'activité. On pourra éventuellement faire la distinction entre les deux types de bâtiments qui sont à l'intérieur de cette SCPI, mais ça a une grande importance. Alors ça, évidemment, j'avais cet ADN-là du fait de mon parcours antérieur où j'ai été directeur immobilier de groupes de transport et de logistique, donc je sais ce que c'était qu'un entrepôt, ce que c'était que de la logistique urbaine, de la messagerie, donc c'était plus facile. Mais ce dont je suis peut-être le plus fier finalement par rapport à Activimo, c'est au-delà de son succès, le fait qu'à l'AMF aujourd'hui, il y a une catégorie qui s'appelle bâtiment logistique, donc qui n'existait pas avant le lancement d'Activimo. Donc c'est assez amusant. C'est une question forme de trace aussi qu'on peut laisser. Oui, bien sûr, vous avez été précurseur, et c'est la question que j'ai envie de vous poser. Quand toutes les SCPI aujourd'hui se réclament de la famille des SCPI diversifiées, vous restez sur la monotypologie, la logistique. Il en existe plusieurs, mais en tout cas, vous, la logistique. Et vous faites déjà ça depuis 45 ans, et vous étiez précurseur dans la SCPI. En tout cas, avec cette typologie. Qu'est-ce que vous avez vu que personne d'autre n'a vu? Parce que vous êtes le premier à avoir fait ça. Est-ce que vous avez un secret là-dessus? Je ne sais pas si j'ai un secret, c'est juste le fruit de l'expérience, on va plutôt dire ça. Sur l'aspect 45 ans dans la logistique, non, c'est plutôt, j'ai commencé vraiment à appréhender ce secteur, cette classe d'actifs, on va dire, à compter de 91 en fait, donc c'est plutôt 35 ans, mais c'est déjà pas mal. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est des évolutions de notre continent à nous, de moins en moins industrialisé et de plus en plus distributif. Donc, la chaîne logistique, c'est vrai que c'est assez, au fond, quand j'y songe, même quand j'ai fait, dans mes études supérieures, j'avais fait une option logistique d'ailleurs. Je devais avoir déjà la fibre en moi. Donc de voir ce que c'est que la chaîne logistique et comment on amène finalement les produits de première nécessité, comme les produits alimentaires, comme les produits de santé, mais aussi tous les autres produits au service des consommateurs et au plus près d'eux. Et donc, en fait, c'est juste se dire, cette chaîne, comment elle s'organise entre le moment où on produit en usine et le moment où on utilise le produit chez soi. Voilà, donc c'est ça qui m'a amené à imaginer, à acquérir ce qu'on appelle les moments de rupture de charge entre la partie de production et la partie de consommation. Ces moments de rupture de charge, ils s'effectuent dans des bâtiments. Et ces bâtiments sont devenus de plus en plus importants dans notre continent, dans le monde occidental de manière générale, mais quand on regarde dans le monde asiatique également, franchement, la logistique, c'est un peu le nerf de la guerre industrielle. C'est-à-dire que vous produisez, mais après, il faut acheminer. Ouais. Et cet acheminement-là, il passe par effectivement une série de bâtiments qui vont de très très gros bâtiments jusqu'à des bâtiments beaucoup plus réduits qu'on appelle la logistique urbaine, qui sont en fait les lieux de finalisation de la distribution. Ok. Et on le rappelle, donc l'e-commerce, qui évidemment est en train de prendre une part de plus en plus importante, ne peut pas exister sans cette logistique urbaine, cette logistique qu'on appelle aussi logistique du dernier kilomètre, je crois. Oui. Enfin, les anglo-saxons disent last mile, puisque c'est... Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Les bâtiments dans lesquels s'effectue cette logistique sont de plus en plus sophistiqués, sont de plus en plus mécanisés, ils sont de plus en plus protégés parce qu'évidemment, ils détiennent des marchandises finies. Donc, si jamais ils flambent, il y a assez beaucoup de pertes, évidemment, pour les propriétaires, les utilisateurs ou les logisticiens. C'est évidemment que le e-commerce est un accélérateur de la connaissance et de l'amélioration des bâtiments. Il y a eu aussi, et j'y suis pour rien. Oui, si, allez. Non, je suis pour rien dans la Covid. Okay. Mais il est évident que la Covid, qui a confiné quand même la quasi-totalité du monde chez soi, a démontré l'utilité de la chaîne logistique. Puisque vous étiez chez vous, mais vous continuiez à recevoir les produits que vous avez commandés par le clic sur votre ordinateur. Et donc, je pense que ça a fait prendre conscience à chacun de l'importance de ces bâtiments et que leur proximité des bassins de consommation était une nécessité. Ok. Résultats et conséquences, Activimo, plus d'1,4 milliard de capitalisation. C'est conséquent, c'est énorme. On va dire 1,45 ce matin, j'ai vérifié. 1,45 ce matin, donc c'est fantastique, bravo. C'est déjà un exploit d'arriver à une capitalisation d'1,4 milliard. Et résultat aussi et conséquences, le rendement de cette SCPI, bien qu'il ne soit pas garanti et que les performances passées ne présagent pas de l'avenir, je suis obligé de le dire, Rémi. Non mais merci Paul, ça m'évitera des problèmes avec ma RCCI. On est d'accord. Depuis 2019, on est au-delà des 5%. Je crois qu'on avoisine les 5,5% de taux de distribution par an.
depuis sa création. Ça aussi, c'est un exploit, c'est fantastique, ça amène une régularité pour les épargnants. On est même à 5, les 2 premières années, on était à 6%. Ouais. Et je vais parler de ce que aime l'AMF. Maintenant, le taux de distribution n'est pas suffisant. Il faut préciser que c'est une performance globale. Donc notre performance globale, effectivement, reste étale à 5,50. Enfin, on a fait 5,49 très exactement en 2025. L'avantage maintenant, c'est que avec une capitalisation de cette nature, qui est, je vous le reconnais, assez étonnante, je ne m'attendais pas à ce qu'en 6 ans, on collecte plus près d'1,5 milliard d'euros d'épargne sur des bâtiments logistiques. Ça prouve quand même l'intérêt que ça représente. Rester à 5,50 pendant toute cette durée sans, je voudrais préciser, sans endettement. Oui. Donc c'est une vraie performance. C'est un objectif qu'on s'est assigné, qui n'est évidemment pas garanti, mais qu'on essaiera de tenir encore pendant un certain nombre d'années. Maintenant que la SCPI est arrivée à un niveau de maturité importante, on rentre dans une phase de foncière beaucoup plus dynamique. On commence avec plus de 5 ans de détention de certains bâtiments, à ce que certains de ceux-ci, certains des actifs deviennent matures et donc propres à être arbitrés. Donc on va maintenant rentrer on l'a commencé déjà l'année dernière, commencer à arbitrer un certain nombre d'actifs, donc créer de la plus-value pour nos souscripteurs, ce qu'ils attendent, ce qui est bien normal. Et donc, je pense qu'on sera en mesure de tenir les objectifs qu'on s'est assignés pour 2026, c'est-à-dire renouveler le 5,50. Non garanti, évidemment. Non garanti. Le risque en capital existe toujours dans nos métiers, vous le savez très bien. Donc, Ok. Vous le savez, il y a beaucoup de SCPI sur le site de France SCPI. Nos auditeurs et les personnes qui nous regardent sur YouTube en ce moment peuvent aller sur le site et décider de la SCPI sur laquelle ils investissent. Moi, ce sur quoi j'ai envie de vous entendre, c'est si vous devez me résumer la stratégie et la raison d'être de la SCPI Activimo, qu'est-ce que vous me dites en 3 mots? 3 mots. Internationalisation. Ouais. C'est-à-dire que dès le départ, on ne s'est pas interdit d'aller acquérir des bâtiments à l'étranger en zone euro. Résilience. Résilience, pourquoi? Parce que, encore une fois, ça tient à la nature même de ces bâtiments, c'est-à-dire qu'ils sont au cœur de l'industrie et de la distribution. Donc, c'est vraiment, pour moi, ce sont des bâtiments qui resteront, qui se renouvellent. Il y a des bâtiments qui ont évidemment un certain âge et qui disparaissent, qui deviennent obsolètes, mais on peut les remettre à niveau. Et c'est ce que nous nous employons à faire, notamment en respectant les critères extra-financiers que nous avons dans notre entreprise, le best in progress, une amélioration continue des bâtiments en matière d'économie d'énergie. Donc, internationalisation, résilience et rendement régulier. Okay. On ne peut pas espérer sur ces bâtiments-là les plus-values que l'on peut avoir dans des immeubles de bureaux bien placés dans les quartiers centraux des affaires des différentes capitales européennes, parce qu'il y a évidemment une partie de ces bâtiments sont sur des fonciers presque agricoles ou en tout cas proches de nœuds de communication, mais c'est pas des plus-values. Les plus-values qu'on peut réaliser sur ces bâtiments sont plus des plus-values par l'accroissement du loyer, continue au fil des ans. Juste pour une comparaison, en France, on est probablement 20% au-dessus du loyer moyen de ce qu'on rencontre en logistique européenne. Donc il y a encore des gisements d'amélioration considérables en France. Voilà, donc c'est les 3 mots que j'ai développés évidemment. Ouais, très bien, parfait. Vous venez de parler d'international avec Activimo, mais je crois que vous avez une deuxième SCPI qui s'appelle Comet. C'est une SCPI que vous avez lancée un peu plus tard. Et là-dessus, Aldéran a montré une capacité à créer et à monter des opérations internationales. J'ai en tête le Club Med au Canada. Alors, vous l'avez co-géré, ce bâtiment? Non, c'est un peu plus complexe que ça. C'est sympa de dire ça, effectivement. L'international, c'est forcément une voie qui est demandée par les souscripteurs de SCPI et d'épargne immobilière. Pour des raisons diverses, on ne va pas refaire tous les arguments, mais enfin, mutualisation géographique, mutualisation locative, utilisation de marchés en expansion alors que d'autres sont plus atones, etc. Fiscalité attachée évidemment aux revenus immobiliers qu'on peut tirer de ces bâtiments. Notre caractéristique à nous, c'est quand même, peut-être aussi du fait que j'ai été promoteur avant, c'est d'avoir une ADN immobilière extrêmement forte. Et donc,
L'international ne nous fait pas peur de ce point de vue-là parce que nous allons systématiquement visiter tous les immeubles que nous achetons. Nous nous appuyons sur un réseau d'operating partners, pour employer un terme anglo-saxon, avec qui nous avons conclu des contrats après des entretiens entre guillemets d'embauche assez poussés. Donc nous sommes très organisés sur l'acquisition immobilière. Pour l'ouverture au Canada, effectivement, nous avons acheté en décembre dernier un terrain sur lequel nous allons construire effectivement le prochain Club Med à Mont-Tremblant, donc à 1h30 au nord de Montréal, donc une destination montagne extraordinaire, probablement une des plus belles destinations en Amérique du Nord. Je vous invite à aller passer quelques temps à partir de fin 2028 dans ce complexe. Ce qu'on a réussi à faire là, c'est que l'épargne qui nous a été confiée, qu'on a investi sur ce projet, est rémunérée dès le premier euro. C'est-à-dire qu'on n'est pas en phase de construction, on n'achète pas en VFA, en vente en état futur d'achèvement, on n'achète pas en VFA à un promoteur qui nous vend le complexe, c'est nous qui le faisons. Voilà, donc on le fait pour compte propre, on le fait pour le compte de la SCPI Comet. Donc c'est un peu une innovation quand même. Et donc on a quand même rémunéré sous forme de préloyer auprès du Club Med toute la phase de construction. Donc il n'y a aucune perte en ligne pour nos souscripteurs. C'est peut-être ce qui fait la force de cet investissement et sa caractéristique première. On a fait une première acquisition d'Activimo démarre en septembre 2019, première acquisition en Espagne en juin 2022. Et depuis, on a ouvert 9 pays. Donc Activimo a acheté beaucoup en France au début, ce qui est assez logique, puisque nous savions qu'il y avait des gisements d'amélioration, notamment sur la valeur locative. Mais nous avons aussi pris le train pour cette SCPI de l'internationalisation. Et l'objectif, c'est effectivement d'équilibrer la partie française avec la partie étrangère. Excellent. Et vous avez ouvert quel pays? Vous avez ouvert la Belgique, j'imagine, qui a un gros sujet logistique. Alors, on n'a pas ouvert la Belgique, parce que ce n'est pas un pays extraordinairement SCPI compatible. Ok, d'accord. Voilà. En revanche, on a acheté aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal. D'accord. On est resté en zone euro, en Pologne. Et nous allons continuer sur la zone euro pour ce qui concerne Activimo. Comet, c'est une démarche strictement internationale. On s'interdit d'acheter en France. C'est un choix de complémentarité en fait avec Activimo. Alors, Comet peut acheter des bâtiments logistiques, mais uniquement lorsqu'ils sont hors zone euro pour justement éviter une concurrence, un phagocytage de son aîné. Ok, donc ce que vous me dites, c'est qu'on peut à la fois investir sur Activimo et sur Comet de manière complémentaire. Totalement complémentaire. Ok. Et je vous y invite. Oui, bien sûr, c'est fait. C'est déjà fait. J'ai cru comprendre. Donc je comprends qu'on sera invité au Club Med au Canada dans quelques années. C'est le Club Med qui vous invitera, parce que alors vous aurez peut-être à payer un peu. Mais... Vous faites souvent le parallèle entre l'immobilier et la production cinéma. On en a parlé notamment au début de cette interview. Si Activimo était un film, quel serait son genre? Est-ce que ce serait un western? Est-ce que ce serait un film romantique? Qu'est-ce que ce serait? Romantique, je ne sais pas si on peut rêver totalement de bâtiments logistiques, mais non, je pense que ça serait plutôt un film d'anticipation. Genre Dune, par exemple. D'accord. Qui se finit bien, donc. Dune, ça se finit pas si mal que ça, quand même. Voilà, parce qu'une planète qui était désertique, qui devient finalement une planète arrosée, c'est bien. Ça veut dire que les choses s'améliorent. Donc c'est ça un peu l'idée, en fait. Film d'anticipation, donc. Plutôt, oui. On part de rien, on appréhende mal ce produit-là, et puis finalement, c'est un succès. Donc je trouve qu'il y a tout un fil qui se déroule. Bon, donc ça me permet de faire le pont avec la question d'après. Si vous voulez. Votre ambition profonde pour Alderan dans les 10 prochaines années, c'est quoi? C'est de rester indépendant. Voilà. Je ne cache pas que, évidemment, beaucoup de gens connaissent l'âge du capitaine et ils se disent on va aller voir Monsieur Bourgeon. Non, c'est de rester indépendant parce que c'est un vrai parcours entrepreneurial. Et mes enfants ne sont pas dans la société, donc c'est vraiment entrepreneurial et professionnel. J'ai envie que cette marque demeure. Ok. Vous parlez de la nouvelle génération, vos enfants. Si vous devez, si on élargit un peu le cadre,
si vous devez donner un conseil en 1 minute aux générations qui arrivent, qui ont envie de se lancer dans l'immobilier aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous leur dites qu'il faut investir dans, je ne sais pas moi, les data centers, et il ne faut pas aller dans l'immobilier, ou il faut aller dans la logistique? Qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, je dis à mes enfants, il faut travailler. Ouais. Après, c'est en travaillant que vous pouvez dégager des capacités d'épargne. Et après, vous pouvez investir. Oui, bien sûr, il faut investir dans l'immobilier. Comme j'ai déjà dit à d'autres occasions, je pense que le premier investissement à faire, c'est sa résidence principale. Ouais. Indépendamment de tous les autres aspects. Avoir son toit à soi, c'est déjà une forme de sécurité colossale. Ouais. Une fois que vous avez fait ça, après, vous pouvez réfléchir. Et puis, comme tout investissement, il faut qu'il soit diversifié, il faut qu'il soit dans une allocation avec plein de choses différentes. Vous ne pouvez pas faire que de la SCPI. Mais si vous aimez l'immobilier, la SCPI était évidemment, comme le disait Guy Marty qui a inventé le mot, de la pierre-papier, le moyen d'accéder à des produits immobiliers finalement en mutualisant votre risque de façon extraordinaire. Okay. Et donc les souscripteurs de Comet peuvent se dire aujourd'hui, oui, j'ai une petite parcelle d'un Club Med au Canada, ceux d'Activimo, j'ai un magnifique data center. Alors on n'a pas encore de data center sur Activimo, donc c'est un mauvais choix, mais j'ai des très beaux entrepôts aux portes de Paris et qui participent de la vie quotidienne des habitants de l'agglomération. Au-delà de notre métier, on aime bien poser cette question, et aussi parce qu'on nous le demande souvent dans nos vidéos YouTube, sur les replays, vous savez qu'on peut nous écouter sur les plateformes de streaming. On aime bien savoir comment les gens qu'on interviewe investissent. Est-ce que vous avez des investissements un peu martingales, un peu secrets que vous avez fait? Est-ce que vous avez envie de nous révéler votre passion dans les investissements, Star Wars, les films, je ne sais pas? En fait, moi, j'ai plusieurs types d'investissements. Je suis comme tout un chacun, hein, j'essaie de diversifier mes investissements. Bon, je suis un homme de l'immobilier, vous l'avez compris, je dirais pas que j'ai baigné dedans quand j'étais petit, mais presque. En tout cas, j'ai toujours adoré ce secteur d'activité. Et donc, j'investis beaucoup dans l'immobilier. À titre personnel, par le biais de Club Deal. Nous faisons nous-mêmes chez Alderan des Club Deal immobiliers, et d'ailleurs on a prévu prochainement le lancement d'un nouveau Club Deal immobilier, indépendamment des SCPI, parce que c'est aussi un moyen de garder les pieds sur terre et de savoir comment fabriquer de la valeur à partir finalement de produits qui sont un peu en fin de vie, et comment finalement les recustomiser pour employer un langage un peu jeune. J'investis beaucoup dans l'art, et notamment auprès d'artistes vivants que j'essaie de soutenir. Donc, si vous venez dans nos bureaux, vous verrez beaucoup d'art au mur. J'estime que c'est particulièrement agréable de travailler entouré d'œuvres artistiques. Tout le monde n'aime pas forcément les œuvres qui sont affichées, mais enfin, en tout cas, je sais que si j'enlève des œuvres, et le cadre de travail n'est pas tout à fait le même. Oui, je comprends, je suis d'accord. Chez Français CPI, on a aussi des tableaux au mur, et je vous demanderai conseil si jamais on avec décide plaisir, Paul. Mais moi, je ne sais pas de conseils, parce que c'est des coups de cœur à chaque fois. C'est pas du tout une approche, je dirais, lucrative, etc. Donc c'est vraiment un plaisir, un coup de cœur. J'investis parce que j'ai eu un parcours assez long, en tant que business angel dans beaucoup de startups. Bon, je me suis énormément planté, ça c'est évident. On ne peut pas réussir à tous les coups. Je dirais, quand vous faites ce genre de choses et que vous aidez des jeunes entrepreneurs, vous avez une chance sur 10 de réussir, et 9 chances sur 10 de perdre l'argent que vous avez investi. Mais c'est un parcours en fait d'accompagnement, de transmission qui est quand même assez intéressant, et puis d'écouter des projets nouveaux, voilà, on garde l'esprit ouvert, comme on dit. Donc ça c'est ce que je fais aussi, et naturellement un peu d'assurance vie pour mon après-activité professionnelle. Quand vous dites « je me suis planté », quand vous dites... j'ai investi dans des startups qui n'ont pas réussi, quoi. Toutes les startups ne deviennent pas des licornes, sinon ça se saurait. Et puis il y en a qui réussissent, il y en a qui sont modestes, mais qui ont permis des parcours d'entreprise aux jeunes créateurs de façon assez agréable finalement. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas réussi. Je me souviens par exemple, vous voyez, j'ai investi dans une conciergerie pour les immeubles de bureaux juste avant la Covid. Grave erreur.
La pauvre, malheureusement, cette start-up a disparu. Ok. Voilà, ça fait partie des mauvais choix, mais il ne faut pas le regretter, c'est ainsi. Ça fait partie du jeu. Et à contrario, c'est quoi le meilleur investissement que vous ayez fait dans une start-up? Est-ce que vous acceptez de nous le partager? Ouais. Oui, je peux dire. En fait, j'ai fait partie de l'aventure initiale du crowdfunding de Fundimo en 2014. Et que j'ai revendu avec une partie des fondateurs en 2020. Et là, j'ai fait une très bonne affaire, oui. Ok, super. Voilà. Bon, génial. Rémi, j'ai été ravi de vous recevoir. Merci beaucoup. Vous revenez évidemment quand vous voulez, évidemment, vous êtes le bienvenu ici. C'est gentil. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup de votre accueil, Paul. C'était très agréable. Merci. On rappelle qu'on retrouve toutes les informations et la possibilité de souscrire en ligne à la SCPI Active Immo et évidemment Comet sur le site de France SCPI. Le lien pour prendre rendez-vous avec un de nos conseillers dans la bio. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, investissez bien.